Nicolas Lefebvre gara sa Peugeot 508 noire devant l'orphelinat Saint-Vincent, un bâtiment en pierre modeste niché au cœur d'un petit village en Provence. Il était 9 heures du matin, un mardi froid de juin, et l'air sentait le thym et la lavande, un contraste saisissant avec l'odeur de bitume et d'ambition qui régnait habituellement dans sa vie. Il n'était là que pour accomplir une obligation sociale fastidieuse. Son entreprise, Lefebvre Construction, avait besoin de redorer son blason après une série de critiques acerbes dans les médias concernant des projets de gentrification. Une donation généreuse à des enfants abandonnés, immortalisée par une photo soigneusement mise en scène, serait l'outil de communication parfait pour les journaux. Vêtu d'un costume gris impeccable qui criait le luxe discret et tenant à la main un chèque de 20 000 €, Nicolas s'avança vers l'entrée du bâtiment ancien. Les murs de pierre portaient les marques de l'humidité et le portail en fer forgé était piqué de rouille, mais le jardin à l'avant était un havre de paix méticuleusement entretenu. Des fleurs colorées explosaient de vie et un petit potager prospérait, où quelques enfants, riant aux éclats, jouaient sous la surveillance attentive d'une religieuse. « Bonjour, je suis Nicolas Lefebvre », annonça-t-il à la réceptionniste, une femme d'âge mûr aux lunettes à monture épaisse. « J'ai rendez-vous avec la directrice. »« Ah, oui, monsieur Lefebvre. Sœur Monique vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Tandis qu'il parcourait les couloirs étroits et frais, Nicolas observait distraitement les murs, un kaléidoscope de dessins d'enfants aux couleurs vives et de photographies de visages souriants. L'odeur de désinfectant mêlée à celle d'un bon pot-au-feu qui mijotait quelque part flottait dans l'air, un parfum de domesticité qui lui était totalement étranger. C'était un univers à des années-lumière de son bureau ultramoderne dans un immeuble de bureau à Lyon, avec sa vue panoramique sur la ville et son mobilier design français. Sœur Monique, une petite femme d'environ 60 ans aux yeux vifs et bienveillants, l'accueillit dans son bureau simple mais impeccablement rangé. « Monsieur Lefebvre, quelle joie de vous recevoir parmi nous. Votre donation fera une différence énorme dans la vie de ces enfants. C'est un plaisir de contribuer à votre travail remarquable, ma sœur, » répondit Nicolas avec une courtoisie automatique, lui tendant le chèque. « J'aimerais visiter les installations, si cela est possible. »« Bien sûr, suivons-moi pour une visite des lieux. » Ils traversèrent la grande cuisine où des bénévoles s'affairaient à préparer le déjeuner, puis les dortoirs avec leurs lits superposés simples mais aux draps frais et tirés, et enfin la salle de classe, où une enseignante expliquait les mathématiques à un groupe hétéroclite d'enfants de différents âges. Nicolas posait des questions polies, son esprit déjà tourné vers la fin de cette visite, bien plus que par une curiosité sincère. « Et voici notre salle de jeu », dit sœur Monique en ouvrant une porte peinte d'un bleu ciel apaisant. Nicolas entra et s'arrêta net, le souffle coupé. Assise seule dans un coin, absorbée par son dessin, une craie à la cire à la main, se trouvait une fillette d'environ 6 ans. Ses cheveux châtains clairs tombaient en vagues douces sur ses épaules, exactement comme ceux de Sandrine. Les yeux verts immenses, la forme délicate de son visage, et même la manière concentrée dont elle tenait son crayon. Tout en elle était un écho douloureux et précis de son ex-compagne. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, soudainement rauque. « Ah, c'est notre petite Chloé. Elle est arrivée ici il y a 2 ans, elle avait 4 ans. Une enfant très spéciale, mais extrêmement réservée. » Nicolas sentit le sol tanguer sous ses pieds. Chloé. C'était le nom que Sandrine avait toujours dit qu'elle donnerait à la fille dont elle rêvait. Les dates coïncidaient avec une précision terrifiante. Sandrine avait disparu de sa vie 7 ans auparavant, enceinte, mais il n'avait jamais su ce qu'il était advenu de la grossesse. Puis-je lui parler ? Certainement, mais elle est très timide avec les inconnus. Nicolas s'approcha lentement, avec une précaution qu'il ne se connaissait pas, et s'accroupit à côté de la petite table où Chloé dessinait. C'était une image simple, une maison, une femme et une petite fille se tenant la main. « Bonjour, Chloé. C'est un très joli dessin. Tu aimes dessiner ?» La fillette leva brièvement les yeux vers lui, un regard intense, puis hocha la tête sans rien dire. « Comment s'appelle ta poupée ?» demanda-t-il en désignant une poupée de chiffon usée posée à côté d'elle. « Sandrine, » répondit-elle doucement, comme ma maman. Nicolas sentit comme un coup de poing à l'estomac. Il masqua son choc du mieux qu'il put. « Tu te souviens de ta maman ?» Chloé cessa de dessiner et le fixa avec ses yeux verts si familiers. « Un petit peu. Elle me chantait des chansons avant de dormir et me racontait des histoires sur un prince qui avait une très grande entreprise. » Les larmes menacèrent de perler aux yeux de Nicolas.
Sandrine l'avait toujours appelé affectueusement son « prince entrepreneur » lorsqu'ils étaient ensemble. « Ma sœur, dit-il en se relevant brusquement, puis-je avoir un entretien privé avec vous ? » Bien sûr. Chloé, continue ton dessin, nous revenons tout de suite. Dans le bureau de la directrice, Nicolas alla droit au but. J'ai besoin de savoir absolument tout sur la façon dont Chloé est arrivée ici. Sœur Monique ouvrit un dossier. Eh bien, elle a été amenée par la gendarmerie il y a 2 ans. Sa mère était décédée dans un accident de voiture, et il n'y avait aucun parent connu. Les documents n'indiquaient que le nom de la mère, Sandrine Dubois, sans aucune information sur le père. Sandrine Dubois, répéta Nicolas d'une voix sourde. C'était elle. Il en avait la certitude absolue. Vous connaissiez la mère ? Oui, nous avons eu une relation il y a quelques années. Puis-je voir l'acte de naissance de Chloé ? Sœur Monique hésita un instant, mais quelque chose dans l'expression de Nicolas, une urgence mêlée de douleur, la convainquit. Elle sortit un autre document du dossier. Le voici. Né le 15 mars 2018. Père non déclaré. Nicolas fit le calcul mentalement. La date de naissance confirmait ses pires soupçons. Chloé avait été conçue exactement pendant la période où lui et Sandrine étaient encore ensemble. Ma sœur, je dois faire un test ADN. Je crois que Chloé est ma fille. La religieuse le regarda avec surprise, mais aussi avec une lueur d'espoir. Si c'est vrai, ce serait une bénédiction pour elle. Chloé demande toujours après son père. Je lui dis toujours qu'il doit être quelque part, attendant le bon moment pour la retrouver. Comment puis-je procéder légalement ? Il faudra contacter le juge des enfants. Si le test ADN confirme la paternité et que vous passez les évaluations nécessaires, vous pourrez demander la garde. Nicolas hocha la tête, déterminé. Je vais m'occuper de tout dès aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne dites encore rien à Chloé. Je ne veux pas créer de faux espoirs. Je comprends parfaitement. Ce sera notre secret pour l'instant. Avant de partir, Nicolas retourna dans la salle de jeu. Chloé dessinait toujours, elle avait maintenant ajouté un grand homme à côté de la femme et de la petite fille. « Je peux voir ?» demanda-t-il en s'accroupissant à nouveau. « C'est ma famille, dit-elle simplement. Maman, moi, et mon papa que je n'ai pas encore trouvé. » Nicolas sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est une très belle famille. Je suis sûr que ton papa te trouvera très jolie aussi. » Chloé sourit pour la première fois, un sourire éblouissant, et dans ce sourire, Nicolas ne vit pas seulement Sandrine, mais aussi ses propres traits, la forme de ses yeux, la fossette sur sa joue gauche qu'il avait depuis l'enfance. « Je peux revenir te voir ? » Oui, mais pourquoi tu veux me rendre visite ? Nicolas réfléchit soigneusement à sa réponse. « Parce que tu me rappelles quelqu'un de très spécial que j'ai connu il y a très longtemps. » De retour dans sa voiture, Nicolas annula tous ses rendez-vous de la journée. Il appela son avocat, maître Marc Lambert, et fixa une réunion d'urgence. Ensuite, il contacta le laboratoire le plus réputé de la région et programma les tests ADN pour le lendemain. Cette nuit-là, seul dans son appartement terrasse à Paris, Nicolas ne trouva pas le sommeil. Il arpentait les 200 mètres carrés de l'appartement, contemplant les œuvres d'art au mur et le mobilier coûteux qui lui semblait soudain vide et dénué de sens. Penser qu'il avait une fille de 6 ans vivant dans un orphelinat pendant qu'il gaspillait son argent dans des choses superficielles le rongeait de culpabilité et d'un sentiment d'urgence. Il prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur le processus de reconnaissance de paternité. Il lut tout sur les exigences, les délais, les évaluations psychologiques et sociales nécessaires. Il était prêt à tout endurer pour ramener Chloé à la maison. À 3 heures du matin, toujours éveillé, Nicolas ouvrit une vieille malle au fond de son dressing. À l'intérieur se trouvaient quelques souvenirs de sa relation avec Sandrine, des photos, des lettres, de petits cadeaux. Il prit une photo de deux dans un restaurant à Annecy. Sandrine souriait, radieuse, la main protégeant discrètement son ventre. Elle était enceinte sur cette photo, et il ne l'avait pas remarqué à l'époque. « Pardonne-moi, Sandrine, murmura-t-il en regardant la photographie. Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Mais je te promets que je vais m'occuper de notre fille maintenant. » Le lendemain matin, Nicolas arriva au laboratoire à 7 heures, 1 heure avant l'ouverture.
Maître Lambert avait déjà préparé toute la documentation nécessaire et l'accompagna personnellement pour le prélèvement. Les résultats seront prêts dans 48 heures, l'informa la technicienne. C'est le plus rapide que nous puissions faire. Faites-le en 24 heures, dit Nicolas. Je paierai ce qu'il faut. Monsieur Lefebvre, intervint Maître Lambert, je comprends votre anxiété, mais nous devons aussi préparer les documents pour la procédure légale. Je vais commencer à rédiger la requête en reconnaissance de paternité et la demande de garde provisoire. Combien de temps tout ce processus peut-il prendre? Si tout se passe bien, entre 2 et 3 mois. Mais nous avons d'abord besoin du résultat de l'ADN. Cet après-midi-là, Nicolas retourna à l'orphelinat. Cette fois, ce n'était pas une visite officielle. Il voulait simplement passer du temps avec Chloé. Quelle surprise de vous revoir si tôt, dit sœur Monique. Chloé était très contente hier après votre départ. Elle n'arrêtait pas de demander quand le gentil monsieur reviendrait. Nicolas sourit. Puis-je jouer un peu avec elle? Bien sûr, elle est dans la cour avec les autres enfants. Dans la cour intérieure, un petit espace ensoleillé, plusieurs enfants jouaient. Chloé était seule dans un coin, encore en train de dessiner. Salut, Chloé. Je peux m'asseoir avec toi? Elle leva les yeux et son visage s'illumina. Salut. Tu es revenu. Je suis revenu. Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui? C'est un château où je vivrais si j'étais une princesse. Tu veux voir? Nicolas s'assit par terre à côté d'elle. Le dessin était étonnamment détaillé pour une enfant de son âge. C'est magnifique. Et comment serait la vie dans ce château? J'aurais une chambre rien qu'à moi, avec un grand lit et plein de livres. Et je pourrais manger de la glace au petit déjeuner. Et qui d'autre vivrait dans le château avec toi? Mon papa, répondit-elle sans hésiter. Il serait le roi et je serais la princesse. Et on ferait des balades à cheval et des pique-niques dans le jardin. Chaque mot était une flèche dans le cœur de Nicolas. Sa fille rêvait d'un père qui ne savait même pas qu'elle existait. Chloé, tu aimerais avoir un vrai papa? Bien sûr. Tous les enfants ont un papa, sauf moi. Sœur Monique dit que mon papa est quelque part dans le monde, mais parfois je pense qu'il m'a oublié. Je suis sûr que si ton père savait que tu existes, il viendrait en courant te chercher. Comment en es-tu si sûr? Parce que n'importe quel père serait fier d'avoir une fille aussi intelligente et jolie que toi. Chloé souriait, à la surprise de Nicolas, s'approcha et lui fit un câlin. C'était une étreinte innocente et chaleureuse, et Nicolas sentit son cœur presque exploser d'une émotion et d'un amour instantané. Tu es très gentil. J'aimerais que tu sois mon papa. Nicolas dut faire un effort surhumain pour ne pas pleurer. Qui sait, peut-être qu'un jour tu auras un papa qui t'aimera autant que tu le mérites. Ils passèrent l'après-midi ensemble. Quand il fut temps de partir, Chloé était triste. Tu reviens demain? Je vais essayer, promit Nicolas. Et regarde, j'ai une surprise pour toi. Il sortit de son sac une tablette tactile éducative qu'il avait achetée à l'heure du déjeuner. C'est pour que tu puisses dessiner et jouer. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. C'est vrai? C'est à moi? Tout à toi. Mais promets-moi de la partager avec les autres enfants. Promis. Merci, monsieur. Appelle-moi Nicolas. Merci, Nicolas. Tu es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Cette nuit-là, Nicolas dîna seul, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas seul. Il pensait à Chloé, à son sourire, à la façon dont elle s'était blottie contre lui. Le lendemain, le téléphone sonna à 10 heures. C'était le laboratoire. Monsieur Lefebvre, les résultats sont prêts. J'arrive tout de suite. Nicolas annula ses réunions et se précipita au laboratoire. Maître Lambert l'Y rejoignit. La technicienne lui tendit une enveloppe scellée. Les mains tremblantes, Nicolas l'ouvrit. Probabilité de paternité, 99,99%. Il s'appuya contre le mur. C'était officiel. Chloé était sa fille. Félicitations, Nicolas, dit Maître Lambert. Maintenant, nous pouvons entamer la procédure. Combien de temps avant que je puisse la ramener à la maison? Avec ce résultat, nous pouvons demander la garde provisoire. Si le juge est favorable,
peut-être dans 2 semaines. 2 semaines, c'est encore trop long, murmura Nicolas. Cet après-midi-là, il retourna à l'orphelinat, le résultat à la main. C'est vrai, dit-il à sœur Monique en lui tendant le document. Chloé est ma fille. La religieuse lut le résultat, les larmes aux yeux. Quelle bénédiction! Elle l'a toujours su, d'une certaine manière. Je peux le lui dire? Je pense qu'il vaut mieux attendre que la procédure soit plus avancée. Mais puis-je continuer à lui rendre visite tous les jours? Bien sûr. Ce serait même une bonne chose pour elle de créer un lien avant le grand changement. À partir de ce jour, Nicolas réorganisa sa vie. Il arrivait au bureau à 6 heures, réglait les affaires urgentes et passait ses après-midi à l'orphelinat avec Chloé. Ils jouaient, dessinaient, faisaient les devoirs ensemble. Nicolas découvrit que sa fille était exceptionnellement intelligente et créative. « Pourquoi viens-tu me voir tous les jours ?» lui demanda Chloé un jeudi après-midi. « Parce que j'aime beaucoup ta compagnie. Tu me rends heureux. Moi aussi je t'aime bien. Tu es différent des autres adultes qui viennent ici. Ils me parlent comme si j'étais un bébé. Toi, tu me parles comme si j'étais une grande. » Nicolas rit. « C'est parce que tu es très intelligente pour ton âge. » Cette nuit-là, Nicolas appela maître Lambert. « Comment avance la procédure ?»« Bien, l'assistante sociale, Madame Léa Fournier, viendra visiter votre appartement la semaine prochaine. Après cela, si tout est en ordre, nous pourrons avoir une audience avec le juge. Mon appartement n'est pas adapté pour un enfant. Il faut que je déménage. Vous pouvez l'adapter, il n'est pas nécessaire de déménager. Non. Je veux une maison avec un jardin, une chambre pour elle, un endroit où elle pourra être vraiment heureuse. » Le lendemain, Nicolas commença à chercher des maisons. Il en visita 15 en 3 jours avant de trouver la perle rare, une maison bourgeoise à Versailles, avec un grand jardin, une petite piscine, une bibliothèque et une chambre qui serait parfaite pour une petite fille. Il l'acheta sans hésiter et engagea une décoratrice spécialisée. « Vous avez 2 semaines pour que tout soit prêt, dit-il. C'est pour ma fille. » Pendant ce temps, il continuait ses visites. Chloé était de plus en plus attachée à lui. « Nicolas, dit-elle un après-midi. Je peux te dire un secret? Quand je suis seul dans ma chambre, je fais semblant que tu es mon papa. » Nicolas sentit ses yeux s'embuer. « Et si c'était vrai? Si j'étais vraiment ton papa? » Les yeux de Chloé se mirent à briller. « Ce serait le plus beau jour de toute ma vie. » À cet instant, Nicolas prit sa décision. Il ne pouvait plus lui cacher la vérité. « Chloé, je dois te dire quelque chose de très important. J'ai fait un test ADN, pour savoir si nous étions de la même famille. » Le cœur de Chloé s'emballa. « Et qu'est-ce que ça a dit? » ?»« Ça a dit que je suis ton papa, Chloé. Ton vrai papa. » La fillette resta silencieuse, puis se mit à pleurer, des larmes de pure joie. « C'est vrai? Tu es mon vrai papa? » ?»« C'est vrai. C'est pour ça que tu me rappelais quelqu'un de si spécial. Parce que tu es ma fille, et je t'aime plus que tout au monde. » Chloé se jeta dans ses bras. « Je le savais. Je savais que tu étais spécial. Pourquoi tu as mis si longtemps à me trouver? Parce que je ne savais pas que tu existais, ma chérie. Mais maintenant que je le sais, je ne te laisserai plus jamais seule. » Cette nuit-là, Nicolas eut une conversation difficile avec sœur Monique. Je le lui ai dit. Je ne pouvais plus attendre. Je comprends. Et comment a-t-elle réagi? Avec un immense bonheur. Mais maintenant, elle veut savoir quand elle pourra venir à la maison. La procédure avance bien. La visite de Madame Fournier est mardi prochain. Si tout va bien, l'audience pourrait avoir lieu vendredi. Et si le juge est d'accord, Chloé pourra rentrer avec vous le jour même. Le mardi, Madame Léa Fournier visita la nouvelle maison à Versailles. Nicolas la reçut, nerveux mais confiant. « C'est une maison magnifique, Monsieur Lefebvre, dit-elle. Je vois que vous vous êtes très bien préparé. » La chambre de la petite était parfaite, des murs roses poudrés, un lit à baldaquin, des étagères remplies de livres et de jouets. La seule chose qui manque, ce sont ses dessins, dit Nicolas. Je veux qu'elle la décore elle-même. Le rapport de l'assistante sociale fut extrêmement positif.
Le jeudi soir, veille de l'audience, Nicolas se rendit à l'orphelinat. « Papa !» cria Chloé en courant vers lui. Le mot le faisait encore frissonner. « Demain, nous allons parler à un juge. S'il dit oui, tu rentres à la maison avec moi demain. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « C'est vrai ? Demain ? Peut-être demain. Je ne peux pas le promettre à 100%, mais j'ai bon espoir. » Le vendredi matin, au tribunal judiciaire de Paris, Nicolas attendait avec maître Lambert. Sœur Monique arriva avec Chloé, qui portait une jolie robe bleue que Nicolas lui avait offerte. L'audience fut menée par monsieur le juge Philippe Marchand, un homme à l'expression bienveillante. « Chloé, dit-il, sais-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ? » « Oui, monsieur le juge. Pour décider si je peux aller vivre avec mon papa. »« Et tu veux aller vivre avec monsieur Lefebvre ? » ?»« Je le veux très fort. C'est le papa le plus gentil du monde entier. » Le juge sourit. « Monsieur Lefebvre, comprenez-vous la responsabilité que vous assumez ? » ?»« Parfaitement, votre honneur. Chloé est ma fille et je l'aime inconditionnellement. Je suis prêt à consacrer ma vie à lui offrir le meilleur avenir possible. » Le juge examina les documents. « Après analyse du dossier, je considère que monsieur Nicolas Lefebvre a démontré non seulement la paternité biologique, mais aussi un engagement sincère envers le bien-être de l'enfant. J'accorde la demande de garde définitive. » Chloé poussa un cri de joie et sauta au cou de Nicolas. « On a réussi, papa. » 1 heure plus tard, Nicolas aidait Chloé à faire sa petite valise. Elle n'avait pas grand-chose. Quelques vêtements, la poupée Sandrine, des dessins. « C'est tout ? » demanda Nicolas. « Oui, mais ce n'est pas grave, parce que maintenant j'ai le plus important. »« Qu'est-ce qui est le plus important ? » ?»« Toi, papa. Maintenant, je tais-toi. » Le trajet jusqu'à Versailles fut rempli des questions joyeuses de Chloé. Quand ils arrivèrent, elle resta bouche bée devant la maison. « C'est ici qu'on va habiter ? » ?»« C'est notre maison, Chloé. La tienne et la mienne. » Nicolas la porta pour franchir le seuil. La visite de la maison fut un moment magique, qui culmina avec la découverte de sa chambre, une réplique parfaite de ses dessins de château. « C'est tout à moi ? » ?»« Tout à toi. » Cette première nuit, ils préparèrent des crêpes jambon-fromage. « Papa, pourquoi maman ne m'a jamais parlé de toi ? » Je pense qu'elle avait peur, ma chérie. Parfois, les adultes ont peur et prennent des décisions qu'ils regrettent. Tu n'es pas fâché contre elle ? Non. Je suis triste de ne pas t'avoir connu plus tôt, mais pas fâché. Ta mère t'aimait énormément. Après le dîner, le bain et une tentative maladroite de faire une tresse, Nicolas lui lut 3 histoires de princesses. Pourquoi tu aimes tant les princesses ? Parce qu'elles trouvent toujours leur fin heureuse. Et maintenant, moi aussi, j'ai trouvé la mienne. Tu es ma fin heureuse, papa. Tu es mon prince qui est venu me sauver. C'est toi qui m'as sauvé, Chloé. J'étais si seul avant de te trouver. Les jours suivants, ils construisirent leur nouvelle routine. L'école au collège Saint-Joseph, où elle se lia d'amitié avec une fille nommée Manon. Les après-midi où Nicolas rentrait tôt pour l'écouter raconter sa journée. Les vendredis devinrent leur journée d'aventure, le jardin public de Bordeaux, le zoo de la Palmyre, le musée des beaux-arts de Bordeaux. Un mois plus tard, Nicolas organisa une fête surprise pour célébrer l'anniversaire de leur famille. Le plus beau cadeau fut un album de photos de Sandrine que Nicolas avait préparé. Chloé le feuilleta avec une tendre émotion. 6 mois plus tard, à la réunion parents-professeurs, Madame la directrice Isabelle Morel était dithyrambique. Chloé est une élève exceptionnelle, équilibrée et heureuse. Elle parle de vous tout le temps, avec une immense fierté. Elle lui montra un dessin, un homme, une petite fille, et dans le ciel, une femme avec des ailes qui leur souriaient. C'est mon papa, moi, et ma maman qui est devenue un ange pour nous protéger. 2 ans plus tard, Chloé, choisie pour prononcer le discours de fin d'année, fit pleurer l'assemblée. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est. C'est ceux qui choisissent de vous aimer chaque jour. Je veux remercier mon papa, qui m'a trouvé quand j'en avais le plus besoin et qui m'a appris que j'étais spécial et aimé. Merci, papa. Je t'aime. 5 ans jour pour jour après leur première rencontre, Nicolas la réveilla avec un petit déjeuner au lit. Qu'est-ce qu'on fête ?
demanda-t-elle, maintenant âgée de 11 ans. Le jour le plus important de notre vie. Le jour où nous nous sommes trouvés. Cet après-midi-là, ils retournèrent à l'orphelinat Saint-Vincent, désormais rénové grâce aux dons de Nicolas. Chloé passa du temps avec les enfants, leur racontant son histoire, leur donnant de l'espoir. Sur le chemin du retour, elle était pensive. Je voudrais que tous les enfants puissent être aussi heureux que moi. Et si on créait une fondation pour les aider? Proposa Nicolas. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. On pourrait l'appeler la Fondation Rencontre du Cœur. Parce que c'est ce qui nous est arrivé. Nos cœurs se sont rencontrés. Ce soir-là, sur la terrasse de leur maison à Versailles, père et fille planifièrent l'avenir de leur fondation. Papa, dit Chloé, est-ce que ta vie est complète maintenant? Nicolas la regarda, sa fille merveilleuse. Plus que complète, ma chérie. Elle déborde d'amour et de sens. Et tout ça, c'est grâce à toi. La mienne aussi est complète. Parce que j'ai trouvé non seulement un père, mais mon meilleur ami, mon professeur et mon protecteur pour toute la vie. Pour toute la vie, acquiesça Nicolas en la serrant fort dans ses bras. Leur histoire était la preuve que le véritable amour trouve toujours un chemin, que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en lien. Et quelque part dans le firmament, une étoile brillait plus fort, celle de Sandrine, heureuse de savoir que sa fille avait enfin trouvé le foyer et le bonheur qu'elle avait toujours mérité. C'était la plus belle des fins heureuses, celle qui n'était en réalité qu'un commencement.